bon, Pépère? Allez, vite sur le peloton! Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse Patate, épisode numéro 3 de la saison, si je ne me trompe pas. Donc on est là, on est de retour. Finalement un peu plus tôt que prévu. Je pense que sur le dernier épisode, j'avais dit qu'on arriverait peut-être aux alentours de Paris-Roubaix. Enfin, après Paris-Roubaix, on est cette fois-ci là avant. Donc évidemment, au programme du jour, ce sera la preview de l'Enfer du Nord. Mais on va également revenir sur les dernières courses qu'il y a eu ces dernières semaines, à savoir Milan-San Remo, dont on avait beaucoup parlé lors du podcast précédent en faisant des pronostics qui sont avérés assez dégueulasses. On va pas se mentir. On va essayer de revenir aussi très rapidement sur toute Catalogne, mais surtout, le centre du podcast, ça sera donc les Flandriennes qui se sont passé lors des dernières semaines, le 3, le Dwarsdorf-Vlaanderen. Voilà, hein, attendez-vous à des belles prononciations dans ce podcast. Gent-Wevelgem, le Tour des Flandres, et évidemment donc Paris-Roubaix dont on va parler, qui arrive ce week-end. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve comme d'habitude Cyril. T'as tes habitudes maintenant. Salut. Bonsoir. Voilà, un habitué du podcast. Lucas également. Salut à tous. Voilà, donc, et puis Awen. Alors Awen, qu'on n'avait pas eu depuis... Alors, on a fait un petit topo avant de commencer le podcast, depuis 2016, je crois. Donc ça date un petit peu. Bien le bonsoir à toi. Salut à vous. Voilà, re-bienvenue. Donc, voilà. Bon, comme tu vois, les meubles n'ont pas trop changé. Cyril est toujours là, il te fait toujours chier les gens. Mais bon, on l'a gardé dans le podcast. Hein, et moi aussi, je suis toujours là. Donc, finalement, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas avec qui t'avais fait l'épisode quand t'étais en 2016, mais s'il faut, c'est la même équipe. Hein. Je crois pas que j'étais là. Non, il y avait Médée, il y avait Bulot Maniac et l'autre, je sais plus. Ah, voilà. À l'époque, c'était pas terrible. Hein. Voilà, c'était vraiment des invités tout pourris à l'époque. Hein. Oh là là, heureusement, c'est un peu amélioré. Hein. Donc, du coup, le programme, je vous l'ai dit, Milan-San Remo, Catalogne, Flandrienne, Paris-Roubaix. Donc voilà, on a un magnifique un quatuor de sujets à aborder. Bon, même si à mon avis, le sujet catalonien... catalonien, oh putain. Il était beau celui-là. Le sujet catalan risque d'être très court. Du coup, on va commencer peut-être par justement les trucs qui sont un petit peu moins dans l'actualité pour passer assez rapidement dessus, à savoir c'est Milan-San Remo et la Catalogne. Milan-San Remo, on a quand même quelque chose à dire dessus puisqu'on avait fait quand même pas mal de pronostics lors du dernier podcast qui se sont révélés assez nuls, on va pas se mentir, puisque personne n'avait parié sur Nibali, et même, j'irais même plus loin que personne n'avait parié sur Nibali. Je vais citer notre grand consultant Adrien qui nous avait sorti le vieillissant et de moins en moins talentueux Nibali au cours du podcast. Hein. Donc on le salue, encore une fois, une belle vision de jeu de sa part. Vite fait un petit tour de table sur cette édition de Milan-San Remo qui a vu la victoire, l'exploit de Nibali qui a réussi à résister au peloton jusqu'à la ligne. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition de Milan-San Remo? Voilà, on va faire un tour de table et vous nous dites vite fait tout ce qu'il y a à retenir de cette édition, chacun dans votre tour. Lucas, on va commencer par toi. Tout simplement, il entre un peu plus dans l'histoire du cyclisme moderne, on va dire. C'est quand même le seul coureur dans le peloton qui est capable de gagner un grand tour et une classique comme Milan-San Remo. Donc, il a frappé fort au mois de mars dernier. Personne ne s'y attendait. On était presque à dire que c'était Colbrelli le leader de la Bahreïn. Finalement, dans le podio, il y avait Nibali et les autres. Et plus que mérité pour ce grand champion. Voilà. Alors, et qu'en est-il de la magnifique... la fameuse polémique qu'il y a eu sur le forum, à savoir est-ce que l'attaque de Nibali dans le podio était vraiment si impressionnante que ça, puisqu'il largue Neylands, ce grand coureur laiton. Est-ce que vous avez des avis sur la question? Cyril, par exemple, vas-y, en même temps que tu fais ton petit bilan de Milan-San Remo. Mais bon, pour le bilan San Remo, pour moi, le final était quand même assez sympathique, dans le sens où il y a eu beaucoup de tension dans les 41 km, avec énormément de bagarres pour le placement, de la chute de Cavendish, une fois de plus. Ouais, un magnifique Et, soleil. Hein. Par contre, en suivant, l'ascension du Podio, j'ai trouvé ça assez décevant qu'il n'y a que Nibali parmi les entre guillemets favoris qui bougent. Alors que. Oui, et Neyland, voilà. Et Burgart et le luxembourgeois là, de la VMC, je parle. Ouais, non, mais voilà, Drucker, voilà. Que des grands coureurs, hein. Surtout des gros punchers. Hein. Burgart et Drucker. Ouais, c'est pour ça. Et en fait, dans le podcast de présentation, moi je m'attendais à ce que quelques équipes bougent parce qu'ils n'avaient pas forcément de mecs capables de te viser le top 10 au sprint. Et puis ils l'ont pas fait. Donc, Van Avermaet, Katowski qui a regardé Sagan, même Sagan qui a. Il continue son. Je
sais il est pas. revenu sur Katowski à chaque fois. Oui, voilà, il a fait ce qu'on veut pas qu'on lui, ce qu'il veut pas qu'on lui fasse. Après, il parle, il m'énerve. Ah oui, d'accord. Cyril est. Voilà, on commence. On était parti sur des bases lors du dernier podcast de sniper assez impressionnantes, avec Adrien qui nous avait balancé quelques belles punchlines. Cyril a l'air aussi remonté sur celui-là. On attend de voir la Ouais, suite. Non, la course, non, mais c'est Sagan qui m'énerve. La course, après, que Nibali gagne, c'est quand même. Bah, c'est un peu historique, hein, donc c'est sympa. Et pour lui, même si je suis pas particulièrement fan, mais je reconnais que c'est peut-être le plus grand coureur du peloton aujourd'hui. Difficile de dire le contraire. Du peloton actuel. Voilà, ça balance des comme ça, des choses comme ça. Bon, voilà, ok. Hein. En même temps, Je sais pas, qui a gagné 3 grands tours et 2 monuments? faisons un débat. Valverde, hein, en termes de monuments, il est pas mal aussi. Hein. Bon, il a un seul grand tour. Il a un seul grand tour et multiples podiums. Mais Valverde, en termes de monuments Ouais, et de palmarès, Oui, c'est la comparaison, quoi. Oui, c'est Ah, bien. Parce qu'a fait Nibali, il n'y a que Hinault et Gimondi qui l'ont fait avec Merckx, je crois. Que voilà, ça classe un peu le bonhomme. Yawen, d'ailleurs, justement, ton analyse de la Primavera. Comme d'habitude, c'est une course chiante jusqu'au Poggio à peu près. Et puis à partir de là, c'est le stress permanent. Et puis Nibali qui part, c'est un peu des attaques en facteur pour Drucker, Bergard et Neyland. Ouais, bah, il résiste. C'est clairement celui qui a eu le. Enfin, il a le mieux joué. Hein. Tous les autres se sont regardés derrière. Ils ont attendu le sprint. Ouais, ce que je trouve le plus intéressant, en fait, c'est la résistance plus que l'attaque dans le Poggio, en fait. Pour revenir au petit débat qui a animé le forum, justement, après Milan-San Remo, c'est l'attaque dans le Poggio n'est, à mon avis, pas ce qu'il y a de plus impressionnant, même si c'est une belle attaque. Surtout, ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il arrive à résister derrière. Bon, dans la descente, étant donné que c'est un super descendeur, Nibali, on savait qu'il en était capable, mais surtout, c'est dans le replat final où vraiment, là, athlétiquement, c'était quand même assez incroyable ce qu'il a réussi à faire, quoi. Et Cyril, je suis assez perturbé parce que t'as pas du tout cité Ewan dans ton quand t'as évoqué ton Milan-San Remo. Parce que s'il y a... Ouais, j'allais le dire. Ouais, bah vas-y, hein, la petite surprise. Bah, il passe mieux les bosses comme je pensais qu'ils s'entraînaient pour le faire. Parce que ça veut dire ça. Mais malheureusement, le problème d'Ewan, c'est que Trentin a joué sa carte personnelle en essayant d'attaquer à contre-temps pour rattraper Nibali. Du coup, il n'a pas été amené, personne n'a roulé. C'est peut-être ça qui fait que Nibali gagne aussi. Peut-être. Ouais, les seuls qui ont roulé, c'est les quick-step en fait. Hein. Oui, ils ont roulé pour Viviani qui a sprinté en reculante. Je crois qu'il fait 17ème. 19, je crois. 19, ouais. Ouais, c'est la cramitude incarnée. Là, c'est la définition même. Hein, parce que là. Ok, des choses à rajouter sur Milan-San Remo, des gens qu'on n'aurait pas cités. On n'a pas parlé de Demar, qui fait 3ème quand même. Demar 3, ouais. C'est excellente performance de sa part. Voilà. Demar, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'il fait preuve d'une belle régularité dans le début de saison. Le podcast n'a pas été très... Dans son historique, le podcast a toujours été assez violent avec Demar, on va pas se mentir, moi y compris. Mais là, il n'y a rien à dire. 3ème place sur Milan-San Remo, c'est une très bonne performance. Franchement, c'est... à part ceux qui n'y croyaient pour la gagne, qui était un petit peu trop chauvin, les 3ème, c'est une très bonne position. Je pense pas qu'il pouvait faire beaucoup mieux, hein, sincèrement. Bah, bon. Il confirme qu'en 2016, il l'a pas volé, quoi. Ouais, bah oui, clairement. Est-ce qu'il y en avait encore à part Visconti c'est qui les deux Italiens qui l'ont accusé? C'est Tosato. Tosato, je sais plus qui. Visconti, je crois pas. Capecchi? Ah peut-être, ouais, je sais plus. Les fameuses mecs qui l'ont vu s'accrocher aux voitures, alors que c'est les deux seuls, hein. Mais bon. Alors que les Orica qui étaient dans le même groupe, qu'ils n'ont pas vu. Voilà, et puis surtout, il a publié son Strava où on voyait qu'il y avait rien de suspect en termes d'accrochage de voiture. Enfin bon, bref. Ne revenons pas sur des sujets qui datent de 2015, donc, ou de 2016 plutôt. Bon, Milan-San Remo, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'était très rapide, mais bon, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin dans l'analyse, sachant que la course s'est déroulée il y a maintenant 2 semaines. Passons du coup au Tour de Catalogne, et j'accorde 5 minutes au Tour de Catalogne, hein. C'est tout ce qu'il mérite. Bon, quand même. Et franchement, c'était pas aussi chiant que le Tirreno Adriatico, donc peut-être qu'on peut accorder un peu plus que 5 minutes. Ah bon? Sincèrement, je me suis moins fait chier dans les montées du Tour de Catalogne, malgré que ce soit des autoroutes, que dans celle du Tirreno Adriatico, on va pas se mentir. Donc allons-y. Bon après, le problème c'est qu'il n'y a rien à dire sur la Catalogne, à part que Movistar a roulé sur tout le monde. Et voilà quoi. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose à dire sur le Tour de Catalogne, si ce n'est que Valverde a été comme prévu gagnant, hein, comme on l'avait annoncé, que Bernal,
on l'a surveillé, il a fait une très belle course, malgré sa chute qu'il a contraint à l'abandon, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, il a quoi? Je crois qu'il a rien de cassé, il me semble, non? Si, clavicule omoplate. Si. Ok, Et il a un autre truc aussi. bon, très bien. Du coup, est-ce qu'il sera sur le Giro? Est-ce qu'il est indisponible d'ores et déjà pour le Giro? Je vous pose la question parce que je ne suis pas du tout au courant. C'est pas, ils en ont pas parlé, mais je pense qu'il sera revenu. Mais il faut voir en quelle forme, parce que l'omoplate, je crois que c'est un peu plus grave que la clavicule. Ok. Mais des choses à rajouter peut-être sur le Tour de Catalogne, vraiment des mecs à mettre en valeur. Peut-être un Français qui a terminé sur le podium. Hein, je lance des pistes. Quelqu'un veut y aller? La tour qui commence petit à petit à faire ses... entrer dans le top 10 déjà, je crois, d'une course d'une semaine. Il l'avait pas encore fait, il me semble. Enfin, de niveau World Tour. Il avait fait un très bon Tour de Suisse il y a 2 ans, il me semble, mais il avait abandonné aussi. De mémoire, il me semble que c'est ça. 10 en World Tour dans les courses à étapes. Et puis il tape le podium. Bon, après, derrière Valverde et Quintana qui étaient tranquilles, quoi. Alors après, par contre, Ouais. j'ai lu des gens qui mettaient un petit peu sa performance en perspective, puisque c'était des cols en Catalogne, c'était des cols super roulants, donc qui correspondaient bien à ses qualités de rouleur-grimpeur. Et donc du coup, il fallait un petit peu se méfier sur cette performance qui pouvait être trompeuse, entre guillemets. Mais moi, je l'avoue que je suis très content de le retrouver à cette place, parce que l'année dernière, il avait quand même fait une saison... Bon, il avait gagné champion de France du contre-la-montre, il s'était montré 2-3 fois, mais en montagne, on avait l'impression qu'il avait régressé l'année dernière par rapport à 2016. Et là, là c'est assez prometteur, quoi. En espérant qu'il ait retrouvé les jambes, quoi. Cyril, tu voulais y aller? Vas-y, tu voulais parler? Oui, par rapport par rapport au tour en général, il y a quand même la plus difficile montée finale qui a été annulée. Donc ça. Comme on fait l'avait quand même- annoncé aussi. Ouais, quand même, On a été trop fort, hein, mais tous les ans, il y en a une qui est annulée à cause de la météo, donc... Ouais, il monte à il faisait -20, je sais pas quoi, et du vent. Et du coup, c'est dommage parce qu'on aurait pu voir un peu plus que ce qu'on a vu là. Et il y a Pinot qui fait 10e aussi en se faisant piéger dans une descente. Ça, c'est un peu bête. Mais... On retourne Et, back to Pinot 2015. Hein. Mais bon. Ouais, mais je crois que c'est pas la même chose. Là, c'était dans un groupe et c'est des mecs qui ont fait la cassure devant lui. Mais bon, bref. Et juste la dernière étape était sympa, comme souvent en Catalogne. Le cirque Barcelone. Ah, ça tombe bien, c'est la seule que j'ai pas vue, tiens. J'ai bien tiré le truc. Hein. Dommage. Des choses à rajouter sur la Catalogne ou on passe à autre chose? Lucas, on t'a pas du tout entendu? Peut-être. Ouais, moi j'étais plutôt comment dire, sur les jeunes talents. Bon, on va beaucoup parler de Quick-Step durant ce podcast. Et il y a quand même 2 beaux talents qui se sont révélés, qui ont gagné en World Tour sur cette course. Hein. C'est José Alvaro Odeg, le sprinter, qui s'est imposé sur la première étape devant Bennett, quand même. Et Bonifacio, etc. Et Maximilian Schachmann, qui a été remporté une belle étape aussi en échappée. Enfin, une belle étape. Une étape de transition, on pourrait dire une étape pour baroudeur, etc. Mais ouais, ils se sont bien montrés et je trouvais ça hyper impressionnant. C'est quand même des jeunes coureurs qui s'imposent tout de suite. Ouais, c'est sûr. Surtout que Odeg, lui, il est néo-pro. Il avait déjà gagné, quelques jours avant, il a gagné une classique en Belgique. Anzam Classic, ouais, c'est ça, voilà. Il avait déjà gagné, donc le mec arrive, néo-pro, il est déjà à 2 victoires pour une première saison. Voilà, il est un petit peu sur les routes d'un Gaviria, quoi. À voir ce que ça donnera. Même si on a l'impression que la seconde étape, quand même, il s'est fait larguer très 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 rapidement. Hein. Il a pas l'air de trop aimer les montées. Il est beaucoup plus jeune que Schachmann. Enfin, je crois qu'il doit avoir 3-4 ans d'écart. Il a 21 ans, notre ami Odeg, et Schachmann, il doit avoir 22-23, parce que Schachmann, il est pas très vieux. 24, je pense. Je clique dessus. 24. 24 ans, exactement. Ouais, tout à fait. Il y a 2 ans d'écart, en fait, Voilà. parce qu'il y en a un qui est de 96, Odeg, et 94 pour Schachmann. C'est ce que je pensais. Ouais. Moi, juste, pour finir sur la Catalogne, je citerai quand même Mohoric. Mohoric qui a été sur les top 10 de toutes les étapes, sauf une des étapes de montagne, je crois. Mohoric, Attends, je vais vous citer toutes les places qu'il fait. Alors, première étape, il fait 9e, 5e, 9e, 3e, 4e, 6e. Le mec a tourné autour toute la semaine, il était super fort, mais il a pas réussi à en claquer une. Bon, dommage pour lui, mais bon, voilà. Il a cru en mettre une aussi. Oui, il a fait une magnifique... c'est une spéciale Bahreïn, parce que c'est qui avait fait? C'était... Pibernik. Pibernik, voilà, qui a fait ça l'année dernière sur le Giro, il y a 2 ans. C'est Slovène, ça. Mais ouais, et les deux, oui, c'est une spéciale Bahreïn-Slovénien. Slovène. Magnifique. Slovénien, mais non, mais c'est n'importe quoi aujourd'hui. J'invente des mots, comme ça, là.
Slovénien, quoi. Bref. Ok. Bah du coup, est-ce qu'on ferme la page Catalogne? Est-ce qu'on ferme la page première partie du mois de mars? Enfin ouais, bon, Catalogne c'est pas tout à fait première partie, mais est-ce qu'on n'ouvrirait pas en fait tout simplement la page Belgique, la page pavé, la page temps de merde? La page vrai cyclisme. Voilà, exactement. Ouais. Alors la page vrai cyclisme, oui, c'est pas faux. La page vrai cyclisme qui contient donc le 3, le Dwars Vlaanderen, voilà, Gent-Wevelgem et le Tour des Flandres, ou le Rand van Vlaanderen, hein, encore une fois. J'ai essayé de prendre mes meilleurs accents, hein, vous avez vu. Donc voilà, ce quatuor de courses qui se sont déjà déroulés et qui va connaître ce week-end Paris-Roubaix qui se fermera un petit peu la parenthèse parce qu'après c'est la dernière des Flandriennes. Est-ce que le Troproléon est une Flandrienne? Pas vraiment. Même s'il y a des passages un peu chelous parmi la course. C'est une finistérienne. Voilà, une finistérienne, tout à fait. Magnifique, une nouvelle catégorie de course. Hein. Donc du coup, voilà, avant d'aborder Paris-Roubaix, parlons déjà donc de ces 4 premières courses qui ont eu lieu dans le mois de mars. Parlons, et pour commencer, j'ai envie de vous poser la question, parce qu'on a parlé du vrai cyclisme, là, pour introduire tout ça. Est-ce que c'est pas un petit peu une déception en termes de spectacle, ces courses qui sont souvent assez folles, qui sont souvent pour beaucoup le meilleur moment de la saison cycliste en termes de spectacle, mais qui cette année ont, en termes de... Ouais, j'ai quand même l'impression qu'on se fait un peu plus chier que les années précédentes. Je sais pas ce que vous en pensez, Lucas? Je suis pas forcément d'accord. C'est vrai que c'était plus le Kurn et le Het Nieuwsblad que j'avais trouvé assez chiante. Là, sur le 3, bon, sur le Tour des Flandres, on va pas se mentir, c'était pas la meilleure édition, c'est vrai. On a déjà vu mieux sur le Tour des Flandres, mais c'est pas des sprints à 40 non plus sur le 3. Il y avait toujours du suspense en fait. Terpstra, il est pas loin de se faire reprendre sur le 3. Quand Wevelgem, j'ai bien aimé tout le passage après le Kemmel en fait. Où il y avait une tension avec Christophe à l'arrière, etc. Je veux dire, pour moi, il n'y avait pas besoin forcément d'avoir plus de mouvement. Il t'en faut pas beaucoup, hein, quand même. Christophe à l'arrière, il a attention, hein, d'accord. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça roulait à fond, quoi. Les mecs, ils étaient pas en cyclo, quoi. Ah mais certes. Mais après Gent-Wevelgem, après c'est presque à part parce que Gent-Wevelgem, à part quand il y a des conditions météo particulières, c'est quand même bien souvent la moins palpitante de toutes les Flandriennes de la campagne, quoi, parce que c'est celle où il y a le moins de passages. Mais bon, on a eu des éditions assez... Voilà, il y a eu des éditions assez folles, celle qui a été gagnée par Paolini, où les conditions atmosphériques étaient cataclysmiques, donc ça favorisait le spectacle. Mais de façon générale, Gent-Wevelgem, c'est bien souvent des sprints plus ou moins massifs. Même si en fait cette année c'était pas si massif que ça, il y avait 20-25 coureurs je crois, donc c'était quand même une édition plutôt sélective par rapport à ce qu'on a eu dans l'histoire quoi, de la course. Il y avait très peu d'équipiers aussi pour emmener, quoi. C'était vraiment tous les leaders devant et puis un sprint entre tout le monde. Effectivement. Après à travers les Flandres c'était quand même une belle course, avec la pluie, le vent, etc. Ouais. Valverde qui se montre. Bon, c'est pas la plus belle campagne des classiques qu'on a vue, ça je vais pas te le vendre, mais c'était pas non plus les Tirreno Adriatico, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'on a été gâtés sur les dernières saisons, en fait, en termes de campagne de classique, et qu'on retrouve un petit peu un rythme, un spectacle plus normal, entre guillemets, cette année. Ça reste pas ennuyeux, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas les exceptionnelles ces saisons 2017, 2016, où on avait pas mal de spectacles, quoi. Votre avis sur... Vas-y. De victoire pour Terpstra, ça fait un peu chier aussi. Et ça doit jouer. Sincèrement, ça doit jouer un petit peu. Après, il les vole pas. Hein. Ah, mais clairement. Il les vole pas. Je trouve que les courses sont vraiment... Enfin, il y a beaucoup de suspense et je trouve que les niveaux sont resserrés, à part Quick-Step qui dispose d'un nombre de leaders incalculable. Mais je trouve que du coup, le fait que les niveaux soient resserrés, ça offre des courses... Moi, je me plais bien à regarder ça, même si... Bon, les vainqueurs sont pas non plus ceux espérés, mais... Oui. Alors, disons pourquoi Terpstra n'est pas quelqu'un de très apprécié parmi ceux qui suivent un peu le vélo. Parce que c'est de... Est-ce que je le dis? Est-ce que de notoriété publique, on sait pas un peu tous que c'est un peu un con, quoi. C'est quand même... il a des casseroles en termes de comportement qui nous laissent entrevoir quand même le fait que ce soit un peu une tête de lard, quoi. Comment décrire ce personnage? Enfin, bon, bref. C'est le Moscone néerlandais. C'est un peu ça, voilà. Le Hollandais violent. Non, ça c'était au boss, pardon. Quoique, il a été, je crois, il a fait une... Oui, c'était battu.
Enfin, Et un il a mec, poussé Weinand, je crois que c'était à l'époque. Sur les Nekoto, je crois que c'était mis des coups d'épaule et des coups de coude. Oh putain, il en a tellement. Et Moi, une je me fois sur les rappelle. 4 jours de Dunkerque aussi, c'était de mémoire, c'était Félix Pouilly qui s'était plaint que Terpstra l'avait poussé ou avait roulé dessus. Enfin, je me souviens plus exactement, mais ouais, il avait eu un comportement encore une fois limite. Moi, je me souviens surtout de ses tweets. Je crois que c'était l'année dernière sur la Manzama post-bonne, je crois. C'était sur la. C'était pas du tout, c'était une. Ouais, des Snapchat Sur, vers. Sur Instagram, des petites stories, des vidéos là. Où il se foutait de ça, où il se foutait de la Ouais. gueule de l'équipe colombienne qui avait pas de budget. Enfin, c'était très drôle d'un point de vue extérieur, mais bon, voilà quoi. Ouais, C'était quand même très très limite quoi. Mais bon. Bon voilà, vous en savez plus sur le cas Tepstra. Même l'an dernier, quand il roule sur une aide de sa gueule, que tu vois bien qu'il fait exprès, tu sais. Ah putain, je me souvenais même plus de ça, tiens. Bon. Cyril, tiens, on t'a pas entendu sur cette campagne, le bilan que t'en fais, vite fait, en termes de spectacle, et même on peut commencer à évoquer un petit peu plus en détail les coureurs qui t'ont fait plaisir, etc. Bah ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu décevant sur la globalité. Et pour en revenir à la domination Quick-Step, en fait, on a l'impression que c'est eux qui décident qui va gagner. Ils font le matin au briefing, ils décident, bah toi aujourd'hui tu vas y aller. Et puis d'ailleurs, on va contrôler, et sûrement ça va le faire. Tu sais. Ils ont tellement un surnombre que ils sont quasiment invincibles quoi, sur ce genre de course. Mm. Et juste sur le Gunfight Game, ils ont parié sur Viviani en ne bougeant pas en finale avec les autres équipiers qu'il avait. Et c'est Et la bon, seule qu'ils ont pas gagnée, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont dit aujourd'hui c'est ton tour, mais il a fait deuxième. Ouais. D'ailleurs, Vidali qui a fait une dépression après avoir terminé second hein, Oui. sur le bord de la route. C'était assez impressionnant. Ok, ouais, c'est vrai que Quick-Step, là, c'est presque le grand chelem, hein, j'ai envie de dire, hein, à voir ce qu'ils vont faire sur Roubaix, mais bon, ils sont encore en bonne position. Et alors, étonnamment, moi, l'équipe que je comparais à la Quick-Step, mais qui fait complètement l'opposé, c'est-à-dire qui rate complètement sa campagne de classique, qui pourtant sur le papier avait une armada un petit peu comparable à celle de Quick-Step, à savoir plein de têtes différentes capables de remporter ses courses. C'est la Sky, hein, qui se fait d'ailleurs crépir tout au long de l'année parce qu'elle surdomine les courses par étapes. Mais là, sur les classiques, Moscon, Van Barle, Rowe, Stannard, Kwiatkowski, c'est quand même du bon fail à l'appel, alors qu'il y a potentiellement une armada un petit peu comparable à celle de la Quick-Step en termes d'individualité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, sur le papier, ouais, c'est vrai que moi, c'est surtout sur le Tour des Flandres, là, où je les attendais vraiment au top. Bah, visiblement, je sais pas, il n'était pas dedans. Moscon, il a quand même tenté quelques coups, mais je il crois que finit loin. c'est le seul qui a terminé dans le top 10 de tous ceux que j'ai cités d'une classique. Je crois qu'il a terminé 8ème d'un truc, mais je sais plus lequel. De l'E3, il a terminé Ouais. 8ème. Voilà. Ouais, sur le 3, il est pas trop mal. Mais quand tu compares avec la Quick Step, sur le 3, il y a 5 Quick Step, ouais, il y a 5 Quick Step dans les 17 premiers. Donc, vraiment, la Quick Step, il y a rien de comparable. Même la BMC, qui pourrait avoir l'air pas ça du tout. Roland Van Avermaet, c'est pas du tout comme l'an passé. Trek, j'ai l'impression qu'il y a la meilleure équipe. Enfin, en tout cas, c'est celle qui a montré le plus de choses avec Pedersen, Steven. Et sachant qu'en plus, qui montre le plus de choses en ayant un Degenkolb en plus qui est vraiment pas dedans. C'est dire que voilà, c'est celui qui était censé au moment. Je pense qu'il sera dedans sur Paris-Roubaix. C'est une Oui. course qui lui convient beaucoup plus. C'est sûr, mais bon, Degenkolb, ça fait quand même. Quand il était recruté, il était censé être le leader de l'équipe pour les classiques, et finalement, en fait, c'est Stuyven qui assure qui fait le job à la place. Mais Stuyven, il le fait de façon. Enfin, c'est le mec le plus régulier. Stuyven, il est dans le top 10 de toutes les classiques. Oui. Hein. C'est très impressionnant. Quand on sait il y a une côté un petit peu loterie entre guillemets sur ce genre de course, le fait d'être à chaque fois dans les 10 premiers, c'est faire preuve d'une constance assez bluffante quoi. Et puis voilà, je crois que Pedersen il a impressionné tout le monde sur le Tour des Flandres quoi. Stuyven, qui est toujours présent, toujours dans les 10. Mm. Et le problème, c'est que si on n'a pas parlé jusque-là, c'est parce qu'il se prend pas assez d'initiative dans les courses pour l'instant. Après, il est encore jeune, il a que 25 ans, donc il a peut-être le temps, mais il suit les coups. Souvent, il est malin d'ailleurs pour ça, mais il n'a pas l'initiative de tenter un truc qui pourrait le faire grimper sur un podium, par exemple. Mais après avoir sur Paris-Roubaix, parce qu'il a quand même. L'an dernier, il fait quatrième, je crois, et puis il a quand même un gros. L'année dernière, il était devant avec Moscon. Puis ils ont été rejoints. Ils ont réussi à Oui, revenir ouais. après. À résister, ouais. Ils reviennent sur le Vélodrome. Il revient sur le dent à la fin, ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, même quand je vois le physique, il fait presque 80 kilos, donc le niveau mettre les mains au haut du guidon et appuyer fort sur les pédales sur les secteurs pavés, il n'y a pas de problème pour lui, mais
Mais ouais, il est toujours présent et il manque un déclic. J'espère Mm. qu'il fera pas une carrière à la Van Mark pour lui. Oui, oui, bon après, Ouais, il est plus rapide. oui, clairement, Ouais, oui, il est plus rapide, ça, en c'est termes de sûr. pointe de vitesse, déjà, il va se faire bien moins chier qu'un Van Mark quand il sera face à de la concurrence, hein, c'est clair et net. Hein. Bon après, clairement, c'est lui qui a pris le leadership de la Trek sur la campagne de Flandrienne. Hein. Comme je disais, Degenkolb a du mal à revenir à son plus haut niveau depuis son accident. À voir ce qu'il donnera sur Enfin, ça Paris-Roubaix. m'étonnerait qu'il revienne. Oui, voilà, est-ce qu'il y reviendra? C'est la vraie question, mais à voir ce qu'il va. Alors, d'après ce que j'ai lu, Degenkolb, son gros objectif c'était Paris-Roubaix. Est-ce que du coup on n'aurait pas une. Quand même, l'année dernière, il était très à l'aise sur Paris-Roubaix. Il contrôlait Boonen, Ah, Boonen assez facilement. Donc, La scène, ouais, je me souviens. cette année, ouais, mais attention à lui. l'année dernière, malgré le fait qu'il était très fort sur sur le sprint du Vélodrome, il s'est très vite retrouvé dépassé parce qu'il se fait Ça, emmener. Il se fait emmener par Tuns et je crois que c'est pas son pilote Tuns qui termine devant lui au final sur la course. Alors C'est peut-être ça que. dans maintenant, à peu près dans toutes les courses qu'il fait au sprint, au moment du sprint, il n'arrive pas. Ouais. Alors qu'au début de saison, il a gagné 2 sprints sur les classiques espagnols, là, le Trofeo Prima, fait la Trofeo Mallorca. Là. Alors maintenant, ils ont des noms à coucher dehors, là. Riron, mes couilles, machin, là. Palma Mais- et puis je sais pas Ouais, quoi. c'est ça, voilà. Mais il a gagné 2 sprints, donc on pouvait se dire que le punch était revenu. À voir ce que ça va donner ouais, le week-end prochain. Résultat, je m'étais fait une réflexion en fait. Je crois qu'il n'y a pas un seul Belge qui a gagné. Alors je me trompe peut-être. Lampard Ouais. On part à travers la Flandre. Moi, je trouve en fait que les Belges, ils ont tendance à trop regarder Peter Sagan dès que ça bouge en fait. On peut les compter sur nos 2 mains pratiquement les Belges qui peuvent gagner les classiques là, Mason, Van Mark, Van Aert, Mm. Steven, etc. Pas un qui arrive à prendre la bonne décision. Ils n'arrivent pas à s'entendre, j'ai l'impression les Belges. Bon. Ça Van, m'a choqué moi sur le Tour des Flandres. Van Mark, il a jamais pris une bonne décision de sa vie en termes de course. Donc, donc déjà, lui, tu peux le mettre en dehors. Il y a Van Gilles. Avermaet, etc. Ouais, Gilbert, en fait, Gilbert, lui, il est complètement menotté par le fait que son équipe envoie des mecs devant. Enfin, lui, il peut pas tenter des trucs. Il va chercher le podium une fois que l'autre. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais après, Van Avermaet, c'est clairement une des déceptions de la campagne parce que l'année dernière, il survolait tout et cette année, clairement, il est moins fort, quoi, c'est tout. Hein. D'ailleurs, je pense que. Benoît aussi, que j'ai pas cité. Oui, alors que Benoît, lui, au contraire, ouais, semblait être absolument incroyable après son Tirreno et surtout ses Strade Bianche. Et là, effectivement, il semble un petit peu plus rentrer dans le rang, quoi. Voilà. Et en fait, Van Avermaet et Naesen aussi, en fait, semblent, c'est parmi, ils étaient tous les deux fait partie entre guillemets des 3 fantastiques de l'année dernière avec Sagan, qui semblait être vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Et cette année, Van Avermaet et Naesen, tous les deux, j'ai l'impression qu'ils ont régressé par rapport à l'année dernière. Ou alors que c'est les autres qui sont hissés à leur niveau. Voilà, choisissez une des 2 options, mais en tout cas, Non, moi je suis d'accord avec Owen, le niveau il est vachement resserré en fait. Il y a personne qui est au-dessus. Il y a presque 10 coureurs qui sont plus ou moins du même niveau, qui arrivent à se tenir dans le Paterberg, etc. Donc ouais, c'est le premier qui sort et qui a les équipés derrière qui va gagner, quoi. Clairement, ouais, c'est sûr. Des choses à rajouter sur des individualités à mettre en avant également? Il y en a peut-être. Moi, j'en ai une en tête. Je sais pas si vous allez la trouver. Allez, qui c'est qui veut se lancer pour pourquoi pas un coureur? Bah vas-y, hein, c'est pas mal. Ah, mais moi, j'avais pensé de suite à Van Aert. Van Aert qui, bon, on avait déjà un petit peu parlé lors du premier week-end de classique entre guillemets parce il s'était déjà montré un petit peu à son avantage et même il s'est montré aussi à son avantage sur l'Estrade Bianche. Mais là, il montre vraiment que il a réussi à faire la transition et qu'il est capable. Alors peut-être pas de jouer la gagne, enfin, voilà, mais en tout cas, il est capable de suivre les meilleurs. Donc 9ème de Tour des Flandres, 10ème de Gent-Wevelgem. Voilà. Bah, une campagne pas mal du tout pour un mec de 23 ans qui découvre ses classiques, quoi, en niveau World Surtout Tour. qu'il a enchaîné avec la saison de cyclocross. Mm. Et quand on voit déjà après 180 km comment il était sur le Strade Bianche, et après, alors qu'il est toujours présent après dans le final des Tours des Flandres, après 264, sacrée progression de sa part. Ouais, il prend de la caisse à une allure impressionnante, quoi. Sur Van Aert, moi je le vois pas. Enfin, je le vois bien sûr s'accrocher et tout, mais je le vois pas non plus gagner encore Paris-Roubaix cette année, vu que ce serait une mission très sèche apparemment, a priori. Du coup, une année sur la boue, je pense qu'il aurait largement ses chances. Mais là, ça sera juste, même si oui, il est puissant, c'est sûr, mais cette année, ça va jouer encore enfin, entre gaziers de catégorie 5, quoi.
Oui, c'est l'expérience sûr. qui parle, toujours. Hein. Oui, Ouais, en et plus, puis- il a l'expérience. Et puis la caisse, parce que même s'il impressionne, effectivement, on arrive à en tenir avec les meilleurs. Je pense que même s'il est au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui, vu qu'il sort du cyclocross et que, comme je disais, il découvre ses classiques, il manque quand même encore de caisse. Je pense que voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'arrive pas à faire mieux que des fonds de top 10, parce qu'en plus il a une bonne pointe de vitesse, hein, Van Aert. Donc je pense qu'il manque de jus justement sur les sprints en fin de classique, et que quand il aura de la caisse, sa pointe de vitesse fera il montera dans les classements. À mon avis, d'ici une ou deux saisons, attention à lui, quoi. Des choses rajoutées, des coureurs à citer qu'on aurait oublié? Je mettrais bien en valeur les Danois. Ils se sont montrés impressionnants, quoi. Il y en a 2 dans les 4 dimanche dernier. Pedersen, Valgren, Kort Nielsen, je dois en oublier. Je crois que non. Je pense que. Soren Kragh Andersen aussi, mais bon, lui, il a été un peu en dedans. Après, lui, il sort d'une blessure du début de saison, donc bon, lui, c'est complètement excusable, hein. Je pense qu'il a raté sa préparation. Enfin, sa préparation a été tronquée en tout cas, donc c'est normal qu'on attende un petit peu moins de sa part. Matteo Trentin, moi, je l'ai trouvé décevant. Mais vas-y, ouais. On en a parlé sur Milan-San Remo, mais il était parti de la Quick Step, puis avoir le leadership chez Mitchelton Scott. Et au final, sur le Tour des Flandres, il a totalement explosé dans le dernier tour. Sur Canvevelgem, il arrive dans le top 10 peut-être. Mais non, sur son gros objectif, en plus, sur le passé, on le voyait très fort dans le Quarmont, etc. Lui qui emmène Gilbert quand il sort en passé. Et c'est lui qui fait la cassure. Et puis là, il fait, je sais même pas, il a terminé combien, mais en tant que leader, Il fait d'une 40 formation comme la Mitchelton. 45e du Tour des Flandres. Il a fait 7e de Gent-Wevelgem, 11e de l'E3, et en janvier, il a fait 16e de Kuurne et 55e de Letnesblad. Donc c'est clairement une campagne qui se passe pas très bien pour Matteo, hein. De Matteo Trentin. M'a déçu. Ouais. Surtout que, moi j'avais annoncé sur le podcast de présentation de la saison, j'avais dit attention, Trentin, ça sera à surveiller pour les classiques. Je misais énormément sur lui, vu ce qu'il avait montré l'année dernière. Le fait qu'il arrive dans une nouvelle équipe où il aurait plus besoin de travailler pour les autres. Justement, j'attendais beaucoup à le voir briller, et finalement, c'est un fail total. Mais de toute façon, là, pour l'instant, les Mitchelton, sur la campagne de classique, c'est quand même bien nul. C'est quand même bien nul, hein. On va pas se mentir. Puisque pareil, Durbridge, invisible. Mais Durbridge, il a pas eu des problèmes. Là, je demande à notre expert Cyril en termes d'Australien. Non, je crois pas. Très bien. Alors, il a aucune excuse, d'accord, très bien. Et parce que Sur le Tour des Flandres, il se fait piéger au moment où il y a un mec qui met pied à terre, il était juste derrière. Mais bon, il fallait être mieux placé, quoi, je pense. On sait très bien qu'au Koppenberg, ça peut arriver. Du coup, à part ça. Ouais, non, mais après, il a fait sa meilleure place, c'est 23e sur le 3. Donc, ouais, Durbridge aussi, il est pas sur les mêmes standards que l'année dernière. C'est l'année dernière où il a fait une très bonne classique, ou l'année d'avant? Ouais. Non, c'est l'année Le dernière. 3, je crois déjà, non? L'année dernière, il fait 4e de l'E3 et 4e du Dvarsdorp Vlaanderen, à travers les Flandres. Je vais appeler ça à travers la Flandre, parce que sinon je vais énerver nos auditeurs belges. Il y a peut-être moyen que. Enfin, je sais pas, je suppose, mais que Durbridge joue plus de Paris-Roubaix, tandis que Trentin était censé jouer les courses d'avant, peut-être. C'est Ah, plus, bref, faut espérer ça, hein. Des choses à rajouter? Ou on passe à l'enfer du Nord? BMC aussi qui a fait n'importe quoi qui est sur le 3, qui avait 3 mecs. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont attendu tous le sprint pour le podium. Bah ouais, la Pas par la BMC. suite. Un petit peu à l'image de Van Avermaet, quoi. Moins fort cette année, tout simplement, j'ai l'impression, hein. Malgré le renfort de Roland, mais qui lui non plus n'a jamais été une assurance Tourix, hein. Une assurance Tourix. Ah, je suis parti chez Astérix Obélix, là, il n'y a pas de problème. Non, mais Roland, qui a jamais été un mec très régulier, qui est capable de faire des très grosses courses, mais qui se rate aussi la moitié du temps. C'est vraiment pas. La régularité, c'est pas sa qualité première à Jürgen, donc là, voilà, clairement, à voir. Peut-être qu'il va nous sortir un Paris monstrueux, on verra, hein. Tout est possible avec cet homme. Très bien. Bon, mais du coup, est-ce qu'on n'enchaînerait pas? Est-ce qu'on passerait pas à la course qui nous intéresse, qui va se dérouler le week-end qui arrive, l'enfer du Nord, Paris-Roubaix, dans les secteurs pavés du nord de la France. Donc allons-y, hein, là je vous attends. Logiquement, alors déjà, avant de commencer, l'Arlésienne, le point météo s'il vous plaît. Qui sait? Alors Cyril nous a déjà sorti que ça allait être visiblement une édition assez sèche, mais bon, les prévisions ont changé 23 fois sur les derniers 15 jours, donc c'est quoi à l'heure actuelle les conditions qu'on aura ce week-end normalement? Donc c'est annoncé avec un grand soleil sur le nord et 20 degrés environ, donc à peu de choses près le même temps que l'an passé, quoi. Ouais, une belle journée pour faire du vélo, quoi.
Mais après, c'est Normalement, vrai ouais, qu'à il chaque devrait pas y avoir de pluie. Puis même s'il pleut la veille, le pavé sera pas mouillé normalement. Bah, s'il pleut la veille, Polo, justement, c'est moins bien que s'il fait pas du tout, que s'il pleut pas du tout, parce que du coup, quand il pleut la veille, si ça sèche, la poussière reste collée après. Alors que là, s'il fait vraiment tout beau temps pendant plusieurs jours avant l'édition, logiquement, on devrait avoir une édition spéciale poussière, hein, avec des nuages magnifiques et je des le vois gens. bien comme ça. Voilà. Bon. En fait, il faut pas un entre-deux. Faut pas un truc humide. Il faut soit un truc complètement trempé, soit un truc complètement sec. Moi, c'est le. Au moins, ça fait des jolies images, quoi. Et une belle course. Bon, logiquement, Paris-Roubaix. Est-ce que Paris-Roubaix arrive des fois à être une course qui est pas jolie, hein, sincèrement. Bah, si Terpstra gagne. 2014. Fais gaffe parce qu'il est capable, il est capable, quoi. 2014. Je sais même. C'est quoi l'édition 2014? C'est qui gagne déjà? Terpstra. C'est lui. C'est Ah ouais, ça. putain, d'accord. C'était nul. Il avait profité de la supériorité de tous les quick-step et puis. La merde. Voilà. Bon, voilà. Tepstra, encore une fois, le mal aimé, hein. Du coup, donc météo sèche, météo grand beau temps. Bon, voilà. Et météo, je mettrai pas ma coupée parce que en fait, à chaque fois qu'on regarde, ça change. Donc, Ouais. Et oui, c'est sûr qu'il tombera pas des seaux d'eau, mais après, peut-être pas. Le scénario catastrophe de un peu de pluie avant et pas de pluie pendant, c'est pas encore impossible. Ouais, bon voilà, à suivre, à suivre. On espère que bah là, comme on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas de déluge, on va espérer qu'il pleuve pas du coup, que ça nous prive pas au moins de l'édition poussiéreuse, quoi. Et vent de dos, apparemment. Ah, vent de dos, très bien. Donc, petite édition à 50 km/h. Ça va être, ouais, ça va être sympathique. Comme l'an passé. Du coup, maintenant qu'on a fait le point météo, je vous propose, on va faire grosso modo, on va faire comme Milan San Remo, on va parler vite fait de vos pronostics, qui c'est que vous voyez briller. Peut-être qu'avant de passer sur les pronostics généraux, vite fait, faire une petite parenthèse un petit peu chauvine sur les Français. Parce qu'il y a quand même 2-3 Français dont on peut espérer une belle performance ce week-end. À commencer bien entendu par Arnaud Démare, mais pourquoi pas également Laporte, même si sur le Tour de défense c'était pas tip top, mais visiblement, d'après ce que j'ai compris, il était malade. Confirmez-moi, c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Là, il a Oui, très vite pendant la abandonné. cause. Ouais, voilà, c'est ça. Il est tombé malade à travers les Flandres quelques jours avant sous la pluie. Bon, on va espérer qu'il a récupéré parce qu'il a fait. Oui, bah, oui. parce que, on n'a pas parlé de Laporte quand on a évoqué les Flandres précédentes, mais 4ème de Gent-Wevelgem, hein, le petit Laporte. Hein, donc voilà, attention à lui. Sénéchal aussi, même s'il fait partie de l'armada Quick-Step et que logiquement il sera pas une des premières lames, on sait jamais. Il est français, Non. il est bon sur les pavés, mais bon. En espérant peut-être qu'il fera autre chose que simplement rouler sur les premiers pavés, ce premier secteur. Peut-être l'envoyer devant. Oui, aussi, C'est hein, pas- voilà. Bon, voilà, bon, après il y a Adrien Petit, évidemment, qui reste sur 2 top 10. Évidemment, Perrichon, hein, quand même. Ouais, je l'aurais cité. Ne l'oublions pas, hein. Donc voilà, quelles sont vos positions concernant les coureurs français? Qu'est-ce que vous espérez pour eux ce week-end? Awen, je te laisse commencer. Ouais, bah, dans tous les Français, bon, de toute façon, c'est Desmarques qui a la meilleure carte. Bon, il a besoin d'un petit groupe qui arrive sur le vélodrome. Il n'arrivera pas tout seul, de toute façon, mais je vois bien un petit groupe, du coup, arriver sur le vélodrome, donc je le vois bien s'imposer. Oui, d'accord. On est sur de la. Là, Même si c'est pas mon. Alors, est-ce que c'est un pronostic ou est-ce que c'est un souhait? Parce que j'ai l'impression que là, les deux se confondent. C'est un souhait. Mon pronostic est tout autre. Ok. Des marques qu'on avait crépi, fait qu'on n'avait pas été très sympa avec. Enfin, qu'on avait un peu crépi l'année dernière sur ça. Il a fait combien? 6ème, 5ème l'année dernière? 6. Ouais. Six. Il règle le deuxième groupe. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je maintiens ce qu'on avait dit, mais voilà. Si je me souviens bien, Desmar, on avait dit que c'était une très belle performance, mais qu'il fallait néanmoins la mettre en perspective parce que c'était une édition de Paris-Roubaix qui était moins sélective que ce qu'on a eu sur l'année précédente. Ça avait terminé parce que son groupe, il y avait au moins une quinzaine de coureurs dans son groupe. Il y avait Greipel et tout. Enfin, il y avait quand même 2-3 Ouais, mecs. c'est Voilà. Donc, moi, ça m'impressionnerait plus s'il fait un fond de top 10 sur une édition vraiment très difficile que ce qu'il a fait l'année dernière en terminant plus haut dans le classement, mais en réglant un groupe. Voilà. Bon, même si à mon avis, voilà, il a pris de la caisse par rapport à l'an passé, et j'espère qu'il se montrera meilleur que sur les secteurs pavés que l'année dernière. Parce que l'année dernière, sur les secteurs pavés, clairement, il s'était pas montré à son avantage. Il avait attaqué de mémoire sur un des derniers secteurs pavés au train, quoi. En facteur, il était parti sur 200 mètres avant de se faire reprendre. Mais voilà, quoi. Des avis sur Desmar et sur les autres Français, Cyril, Lucas? Moi, Desmarques, je pense qu'il a passé un cap. Enfin, sur le Tour des Flandres, il fait que 15e parce que je pense qu'au niveau des monts, il sera toujours handicapé. Et donc, ça, c'est difficile à remédier. Mais sur les secteurs pavés, il était quand même il voltigeait, il était toujours dans les 3 premières positions. Après, c'est pas les mêmes pavés, c'est sûr.
Mais ça l'a rassuré et donc j'ai envie d'y croire pour Neymar. Sinon, niveau français, pourquoi pas Brian Cocard au premier mi-temps en grand tour. Non, je rigole, son équipe n'est même pas invitée, mais. Je crois qu'il fait la course féminine. C'est invité. Il est invité, ouais. Mais il participe pas. Ah, il s'est invité? Ah bah oui, il y avait... c'est quoi leur leader? C'est Mottier? Non, c'est qui leur leader? Non, de Bakker. Ah oui, De Bakker, voilà. Bah, De Ah, Bakker, mais c'est- il a dû faire des top 20 dans sa carrière, De Bakker, attention quand même. Oui, oui. Il a été- L'année de Game Gun, je crois. Alors, Pour, De Bakker. Il a fait 11. 11 en 2014, 12 en 2015. Putain, je tape De Bakker sur Pressing X, je le trouve même pas, quoi, tellement le mec est inconnu, quoi. Chérie, je te laisse continuer du coup sur les Français. Bon, sur les Français, après, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il y a Laporte qui a montré des belles choses. Qui a eu... Sinon, la Direct Énergie qui a un petit Godin éventuellement. Si Godin, ça fait longtemps qu'on... Oui. Si, cette année, je crois qu'il fait il y a un bon résultat sur le course Samin. le Samin. Le Samin. Il avait été en échappé, je crois, et après il avait réussi à résister au. Oui, il avait réussi je me rappelle. Ah il oui, s'est oui, posté, oui, il a c'est réussi à accrocher la roue de Face- Trentin. Il a fait... Terpstra. Il a fait un super, Gilbert. un super final, il me semble, de mémoire. C'est ça, il a résisté Ouais. pendant je sais pas combien de kilomètres pour finalement se faire reprendre dans le dernier kilomètre, il me semble. De mémoire, c'est ça. Ou alors je confonds et je prends une autre course dans ma tête. Non, il était en échappé. Il s'est fait après reprendre par Terpstra Gilbert. Donc c'est bien Oui, ça, après. je confonds avec une autre course, c'est bien ce que je disais. Ah putain. Il s'est fait reprendre par les deux, qu'il attaquait chacun leur tour. Il les a repris plusieurs fois et à la fin, il a explosé. Je crois que je confonds avec, je confonds avec le Grand Prix de Denain en fait. Petit. Ouais, c'est ça, c'est Petit qui avait attaqué, j'ai confondu Petit et Godin. Oh là là, shame on me. Genre avec Godin, Chavanel et tout. C'est ça. Plutôt bien fait. Ah oui, d'ailleurs, j'ai même pas cité Chavanel, le vieux de la vieille, le désormais peroxydé, on le rappelle, hein. Voilà, rip les cheveux de Sylvain. Quelque chose à espérer de sa part ou il va travailler pour Petit et peut-être pour Godin? J'ai l'impression en fait que Petit, vu qu'il reste sur des top 10, c'est vraiment le leader de l'équipe et Chavanel et Godin, c'est les deux équipiers de luxe. Je sais pas ce que vous en Je pense pensez. que Chavanel Godin, un des deux partira dans des coups Ouais, c'est possible ça aussi, ouais. et l'autre restera aux côtés de Petit pour le final, je pense. Mais globalement, je pense que. Enfin, je l'enchaîne direct, mais je pense que cette année, on aura une édition assez ouverte. Ah ben ça revient, ça correspond un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure en parlant des Flandriennes, c'est-à-dire que le niveau est ultra resserré cette année, Ouais. ultra homogène. Donc ouais, c'est surtout que Paris-Roubaix, c'est aussi une course qui est sans doute celle qui, parmi toutes les Flandriennes, concentre le plus d'incidents mécaniques, etc. et de crevaisons, de bordures, ce genre de choses par rapport aux autres. Et en plus, il y a pas le facteur dénivelé positif. Enfin, il y a pas les monts, quoi. Donc, Oui, voilà. Donc c'est- ça rend le placement, c'est encore plus entre guillemets, encore une fois je mets des guillemets, vous le voyez pas, mais bon, je fais des guillemets avec les doigts là, mais c'est le côté loterie des Flandriennes est à son paroxysme sur Paris-Roubaix, quoi. Du coup, Un petit il mot. y a que Lucas qu'on n'a pas entendu parler sur les Français. Bah, Lucas, je te laisse faire la transition. Parle-nous des Français et je te laisse enchaîner ensuite sur ton pronostic, pourquoi pas sur la course et les coureurs à suivre, qui sont pas français forcément. Chez les Français, je suis plutôt d'accord avec Awen. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord de toute façon que c'est Desmarques qui a la plus grosse chance même de victoire chez les Français. En plus, il a une super équipe qui était déjà assez solide sur le Tour des Flandres et qui là, normalement, sur les pavés de Paris-Roubaix, devrait bien se comporter. Moi, il y a une chose qui m'étonne en dehors des Français là depuis tout à l'heure qu'on parle, c'est qu'on a très peu évoqué Peter Sagan en fait. Ah oui, c'est tout à fait. Sagan. pas français. Il a gagné Gand-Wevelgem au sprint, en dedans sur les autres épreuves, même si sur le Tour des Flandres, il fait un bon dernier Paterberg. Et là, Paris-Roubaix, c'est autre chose pour Peter Sagan. C'est pour lui, c'est le Graal, je pense. Sagan, le problème, alors quand je parlais des trois fantastiques l'année dernière, il y avait Sagan dans le lot. Je disais que Van Avermaet et que Naesen, j'avais l'impression qu'ils étaient moins forts que l'an passé, ou plutôt que les gens s'étaient hissés à leur même niveau. J'ai l'impression que Sagan, c'est un petit fait. En fait, c'est la même chose pour les trois, hein, parce que Sagan, lui aussi, j'ai pas l'impression qu'il survole autant que l'année dernière. Mais j'ai aussi l'impression que ce qui joue avec Sagan, c'est le fait qu'il est tellement surveillé
que maintenant, ça revient à ce qu'on disait quand on l'avait évoqué en parlant de Milan-San Remo, c'est que maintenant il est beaucoup plus suiveur qu'auparavant et qu'il s'est tellement fait bolosser pendant plusieurs saisons à avoir des gens qui lui roulent dessus, etc. Parce que c'est Peter Sagan, parce que c'est un petit peu la rockstar du vélo, que désormais il la joue plus sécuritaire et limite beaucoup moins rock'n'roll, quoi. Et il se la joue. Il se l'est rentré un petit peu dans le rang, quoi. Le côté feu follet qu'il avait à ses débuts est un petit peu réfréné, quoi. Il y a surtout quand on va sur le Grand Vevel Game, il y a Burgard qui lui dit de ne plus rouler, de se faire discret pour attendre le sprint. Et ça marche. Bah oui, ça marche. Et je pense que c'est un peu dans l'ambiance aussi de l'équipe de lui faire attendre, d'arrêter d'être avec. Je sais même pas avec quoi il joue. Il jouait pas avec son cerveau, mais. Non mais voilà, c'est clair. Et puis ce qui manque peut-être à Sagan, j'ai l'impression, pour vraiment être capable de maîtriser un peu la course et être capable de s'échapper, il lui manque un second équipier en plus de Danielos. Un second vrai bon équipier. C'est-à-dire que Danielos est là et roule, mais son équipe est pas mauvaise à Sagan, mais pour vraiment en termes d'équipier de luxe, il y a que Os qui est présent, quoi. Bodnar, il est moins bon que ce qu'on attendait. Burghardt, c'est un bon équipier, mais c'est pas du même niveau que les équipiers que peuvent avoir certains mecs chez Quick-Step ou même qu'un Van Avermaet peut avoir. Bon, si tant est que Rudland arrive à faire tirer une bonne course, mais sur le papier, en tout cas, à part Daniel Os, derrière lui, c'est un cran en dessous, j'ai l'impression. S'il avait un second mec pour l'aider et pour maîtriser un peu plus le dernier quart de la course, entre guillemets, et notamment pourquoi pas pour aider Os à rouler sur le quick step qui s'échappe traditionnellement à 30-40 bandes de l'arrivée, à mon avis il aurait déjà plus de liberté et il serait déjà tactiquement beaucoup plus en position d'attaquer et de passer à l'offensive sur les dernières difficultés que ce qu'il est actuellement, parce qu'actuellement en fait il se retrouve avec Os qui roule pendant 10 bornes et qui le laisse tout seul en fait pendant les 20 derniers kilomètres, quoi. Et donc du coup pendant les 20 derniers kilomètres il peut pas partir tout seul contre 10 coureurs, quoi. Il y a ça qui joue aussi, quoi. C'était très très long pour finalement pas grand chose. Sur Paris-Roubaix, Sagan tout seul, tu vois, il peut se démerder. Petit brin de réussite qu'il a pas eu l'an passé, quoi. C'est-à-dire que l'an passé il part une fois avec Bodnar et il crève une fois par la suite, il me semble, et il a de nouveau un problème mécanique. Et avec un peu de chance, il peut suivre n'importe qui sur les pavés. Oui, non, mais surtout, la grosse différence qu'il y a Paris-Roubaix par rapport à tous les autres Flandriennes, c'est que Paris-Roubaix, il y a les difficultés à partir le dernier tiers de course, les difficultés s'enchaînent non-stop, quoi. Il y a très peu de. C'est pas comme sur les autres Flandriennes où il y a une énorme difficulté qui va éliminer une partie des coureurs, et puis derrière on va avoir 10 km de plat où ça va se reformer, enfin entre guillemets, ça va pas se reformer de l'arrière parce que ça va continuer à rouler devant, mais c'est une course éliminatoire par vague en fait, les autres Flandriennes, c'est par paquet que ça sort, alors que Paris-Roubaix c'est coureur par coureur en fait, c'est vraiment un sablier au fur et à mesure de la course, et t'as plus, à mon avis, de possibilités de partir et de t'isoler sur Paris-Roubaix que sur les autres courses, parce que t'as pas des énormes passages de 15 bornes ou 20 bornes avec que du plat sans aucune difficulté où tu vas te faire complètement bouffer par un petit peloton derrière, parce que c'est plus vraiment des pelotons, mais un petit groupe derrière, quoi. Et du coup, si un mec est vraiment très fort sur Paris-Roubaix, il a plus de, je pense, tactiquement, il a plus de liberté que sur un Tour des Flandres. Si tant est qu'il évite toutes les merdes qui arrivent sur Paris-Roubaix, à savoir crevaison, machin, chute, parce qu'avec la multiplication des secteurs pavés, les incidents de course sont également plus présents, quoi. Ça peut être son année, hein. Moi j'y crois pas mal, hein. Peter Sagan dimanche prochain. Un deuxième ouais, est-ce que les championnats du monde ça compte comme monument? Moi j'ai toujours eu ce débat dans ma tête. Non, mais oui. Quand tu les gagnes 3 fois, ça compte, hein. J'avoue. Voilà, bon. Il aura terminé les monuments flandriens, quoi. Il pourra s'attaquer à Milan-San Remo et les Bastogne-Liège. Justement. Un maillot arc-en-ciel pour gagner Paris-Roubaix. Ça a bien plus de classe, comme Hinault à l'époque. Enfin bref, t'arrives sur le vélodrome, tu lèves les bras, t'as le maillot de champion du monde. Là, t'es le roi. Est-ce que Bounen... Non, Bounen, il gagne pas avec le maillot de champion du monde en 2006-2005. De mémoire. Bonne question. Je vais de suite regarder sur son palmarès. Parce qu'il est champion du monde en 2006 ou 2005, je sais plus. Valverde et Anthony Gélin. Il est champion du monde en 2005 et il termine deuxième de Roubaix en 2006. Donc il gagne pas sur le vélodrome avec le maillot. Si, en 2006, c'est Cancellara qui gagne. Voilà, c'était la petite anecdote. Du coup,
Awen, on va t'écouter sur ton pronostic pour la course de dimanche là. Est-ce que tu as des Moi, coureurs à mettre en avant? c'est encore un quick step et je vais miser sur Stibar. Ah, Et- alors l'homme qui termine toujours 6ème d'après Oliver Neysen. Nassen, faudra vraiment qu'il apprenne à se la fermer parce que vu le palmarès de Stibar et celui de Nassen, il y a pas photo. Alors attention, Mais alors c'est- vas-y, je te laisse terminer, mais derrière, moi je te dis, je vais te reprendre de voler là. Allons-y. Deuxième de Roubaix. Et je pense que cette année, il a moyen de la claquer avec. On voit peut-être un groupe à 2, 3 mecs. Il va partir et puis Quickstep il contrôle parfaitement. Ok. Bon alors, pour revenir sur le KNSN, là j'ai envie de dire non, s'il vous plaît. Quand on a des mecs qui ouvrent un petit peu leur gueule et qui offrent des interviews un petit peu autres que je vais faire au maximum, je vais prendre les courses les unes après les autres. Enfin voilà, je suis désolé, il faut pas engueuler les mecs. C'est comme Adrien qui sur le podcast précédent crépit complètement Calmejane parce que il le trouve un petit peu audacieux dans ses propos, on va dire. Bon après, même si Calmejane visiblement il y a autre que dans les interviews et que dans la communication, il semblerait qu'il ait pris un petit peu la recette ailleurs qu'en interview. Donc là, c'est peut-être un peu plus débattable. Mais un mec comme Neysen, quand il balance en interview qu'il veut gagner, qu'il trash talk un petit peu les concurrents, moi j'aime bien. Hein. Moi, il en faut plus quoi. Oui, ça c'est marrant, mais après il faut pouvoir assumer derrière. Ah, Parce bah que oui, quand il fait Gilbert, il court manche courte, tout, il fait le bonhomme, alors qu'il a froid. Au final, il va chercher des podiums sur à peu près. Non, ça me fait rire, mais bon, faut qu'il assume. Voilà. Bon après, il était là pour la gagne. Enfin, il était là dans le final sur le Tour des Flandres quoi. Même s'il a pas fait une course extraordinaire, on va pas se mentir, notamment à cause de la chute. Mais bon, c'est. L'ironie du sort, c'est qu'il finit dans la roue de Stibar. Oui, c'est sûr. Mais il est clairement, on l'a vu sur la course, il était moins, enfin, comme je disais, il est moins fort que l'année dernière parce que il a eu du mal sur la dernière difficulté. Il est revenu dans la descente avec 2-3 autres coureurs, donc dans la hiérarchie, il est clairement plus dans les 5 meilleurs, il est dans les 10 meilleurs quoi. Mais en même temps, c'est tellement resserré, comme on disait, voilà. Mais bon, voilà. Moi, Neysen, j'aime bien ce genre de petites déclarations. S'il y en avait un peu plus qui pouvaient en balancer des comme ça, bon voilà. Bon, évidemment. Tu vas gagner dimanche S'il a la même forme que l'année dernière avec les accidents mécaniques en moins, mais oui, il est capable de gagner comme il veut. L'année dernière, je vous rappelle que l'année dernière, il brise son derrière, il a 3 crevaisons, et malgré tout, à chaque fois, il arrive à revenir. L'année dernière, le Paris-Roubaix de Neysen, c'est le pire Paris-Roubaix qui puisse arriver de l'histoire d'un coureur. Bon, à part si tu chutes, évidemment. Mais d'ailleurs, il a chuté, mais sans gravité, il me semble, de mémoire. Mais voilà, au niveau d'accidents mécaniques, il en a eu 4 ou 5 pendant toute la course. Et il était à chaque fois, il revenait. Je me rappelle qu'il traînait avec lui Boonen et tout pour revenir sur les groupes qu'il y avait devant. Et qu'il arrivait à chaque fois à se rapprocher vachement près. Bon, évidemment, il a été trop entamé pour pouvoir faire autre chose que je crois qu'il termine dans les 20 premiers. C'est quelque même chose. pas qu'il a entamé, en fait, il arrive dans le carrefour de l'arbre, il est toujours avec Degenkolb et Boonen. Oui, voilà, c'est ça. Boonen. Et à il la a- fin dans le secteur d'après, il a de nouveau un problème mécanique. Ce qui fait que là, il est fini pour la course, quoi. En fait, il a couru toute la course en second rideau parce qu'à chaque fois qu'il revenait au premier rideau, il avait un accident mécanique qui le reléguait un petit peu plus derrière. C'était vraiment c'était le pire Paris-Roubaix possible hein, pour lui. Et il était méga fort. S'il arrive à avoir ce même niveau cette année, moi je vous dis, il est capable de le gagner. Mais j'ai quand même l'impression que il est un petit peu un cran en dessous de ce qu'il avait montré en 2017. C'est un petit peu ma crainte. Mais bon, moi je supporte. Il a fait tout seul aussi. Le supporter d'AG2R en moi a envie d'y croire, quoi, évidemment. Pour en revenir juste à Sagan, je voulais intervenir tout à l'heure, mais vous étiez occupé à parler. Du coup, pour moi, je pense qu'il aura la pancarte, ça c'est sûr, toujours. Et là, il n'y a pas les monts justement pour faire la différence justement sur les montées, sur des pourcentages courts, mais ça implique un effort spécifique. Là, les pavés, c'est la puissance pure, et je pense que je sais pas s'il peut virer tout le monde de sa roue, quoi. Et à partir du moment où il y aura quelqu'un dans sa roue, je pense que la personne dans sa roue aura tendance à prendre très peu de relais. Et Sagan, ça se trouve, il va encore faire ce qu'il nous fait comme souvent, se relever et dire bah, tant pis, si tu veux jouer à ça. Mais... Voilà, donc je pense qu'il faudrait qu'il parte tout seul pour gagner. Ou alors qu'il fasse comme qui tentent qui prennent le risque d'arriver sur un groupe de 5-6 en suivant et en faisant pas trop de décisions.
Ouais, comme je disais, Paris-Roubaix, c'est plus facile, entre guillemets, de terminer en solitaire une fois que tu es dégagé des concurrents parce que les difficultés s'enchaînent beaucoup plus rapidement. Mais effectivement, la problématique, c'est sortir les mecs de leur roue parce que c'est du plat et oui, ça se joue sur de la puissance pure. Sur ce que disait Awen tout à l'heure à propos de Shtibar, j'ai entendu dire que. Alors, on sait qu'ils ont les trois leaders, Terpstra, Shtibar et Gilbert. J'ai entendu dire que Gilbert, il voulait gagner Paris-Roubaix. Bah, Gilbert, il veut gagner tous les monuments avant de terminer sa carrière, hein. C'était un petit peu son C'est objectif ça. aussi. Gilbert, il a fait l'équipier modèle sur toutes les classiques. Sur les 3 victoires de Terpstra, pied modèle. Est-ce qu'à un moment, ils vont pas lui rendre. Alors, pour Stibar, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu un soliste au milieu de la quick-step, je trouve. C'est-à-dire que c'est toujours un peu le dindon de la farce, quoi, Stibar. On te donne ta chance, mais en même temps, on va pas courir pour toi. Gilbert va peut-être prendre le leadership sur Stibar, en fait. J'ai du mal à voir Gilbert gagner à Roubaix. Je sais pas. Bah, c'est Je vrai le qu'il vois pas a, du tout. il a un profil plus. Ça part d'un puncher, mais ces dernières saisons, il s'est quand même bien amélioré sur. C'est devenu un gazier en termes de puissance pure. J'ai l'impression que sur cette fin de carrière, il s'axe vraiment sur les Flandriennes plus que sur ses premiers amours qui étaient les Ardennaises, quoi. Pur, C'est ce qui me fait penser que du coup, c'est. Justement, je pense que s'il dit qu'il veut gagner Paris-Roubaix, il a travaillé spécifiquement le truc, quoi. Spécifiquement, il a tenté de devenir un meilleur rouleur que ce qu'il était auparavant, même si ça a toujours été un très bon rouleur, hein. Même en début de carrière, il a réussi à faire des belles performances sur le Tour des Flandres notamment, où il faut forcément être un bon rouleur pour arriver à performer. Mais voilà, sur Paris-Roubaix, ça a toujours été une classique qui lui a un peu échappé, entre guillemets, parce qu'il n'était pas, il était pas taillé pour, ou en tout cas, il travaillait pas pour être vraiment performant sur celle-ci. Mais là, je pense que c'est différent et que, comme il veut essayer de gagner, d'être capable de gagner sur tous les monuments, je pense qu'il a travaillé spécifiquement pour être à Donf sur Roubaix et jouer la gagne. Si vous regardez bien, il fait toutes ses. Enfin, au moins sur l'E3 à Rolbeck et sur le Tour des Flandres, il décroche tout le monde de sa roue sur le plat pour aller faire ses places d'honneur sur le Tour des Flandres. Donc, pour envoyer sur le plat, moi je me fais pas trop de soucis pour Gilbert. Et finalement, en fait, même s'il il manquait de puissance par rapport au tout meilleur, le collectif Quick-Step pourrait compenser ça et pourrait lui amener la victoire justement en jouant sur cette carte-là, quoi. Après, il faudrait qu'il il remplace le rôle de Tepstra par Gilbert, puisqu'on a vu que ça marchait. Mais après, ça peut aussi être Stibar, comme dit Awen. Donc, c'est assez indécis. J'aimerais pas être adversaire de la Quick-Step. Surtout que je t'ai voir, si dans le but, si on décide que c'est Gilbert le leader qui tente son coup à un moment stratégique, ça peut. Stibar, il peut très bien dire je m'en fous et j'y vais à ce moment-là. Je vois bien faire des trucs comme ça. Il y a Terpstra aussi qui se la ramène et puis Qui peut aussi jouer son coup. Il joue son coup alors que c'était calculé pour quelqu'un d'autre. Bon, après, l'oreillette est cassée. Est-ce que vous pensez que c'est nominatif au niveau dans le briefing d'avant-course? Est-ce que vous pensez que c'est nominatif? Vous partez, toi tu pars à ce moment-là. Est-ce que c'est pas juste, il en faut un de vous qui part à ce kilométrage, à ce passage-là, parce que derrière ça peut se relever et vous pouvez terminer en solo. Est-ce que c'est pas juste ça et que Terpstra a eu le cul, que ça tombe 2 fois que ce soit lui qui attaque et que 2 fois ce soit lui qu'on laisse partir, quoi? Je pense qu'il y a un gros schéma, ils ont un gros tableau. Oui, ils ont un gros tableau, mais course et puis après, au fur et à mesure, ils ont leur carte et puis. Voilà, je pense pas que ce soit une stratégie qui soit ultra cadenassée en termes d'individualité, quoi. Que ce soit Terpstra qui doit faire ça, machin, parce que s'ils avaient prévu que ce soit Terpstra qui soit leader sur la ronde, que ce soit Viviani, que ce soit machin, oui, ils ont fait un sans faute. Hein. Là, c'est parfait. Il n'y a que Viviani, je pense que sur Gent-Wevelgem, où ils ont dit, bon, Viviani, on parie sur le sprint. Là, à mon avis, c'était la seule où vraiment, stratégiquement, ils se sont orientés sur un truc précis, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils gagnent aussi avec Jacobsen, avec Cavagna, avec sur les... vraiment, c'est un sans faute pour le moment. Ah bah là, la Quick-Step, bon, après, ça a toujours été une des équipes qui gagne le plus dans l'année depuis X temps, mais là... ça carbure. Hein. C'est vraiment, 24e à la Philippe, là, il a signé 23e ou 24e victoire de la saison, là, sur le Pays Basque, là, la deuxième étape. 24e, je crois. Ouais, 24e. Alors, voilà, ça va terminer à 70 victoires à la fin de la saison, quoi.
Après, ça s'approchera pas de la. C'était la Columbia qui était arrivée à 90. 79. C'est tout 79. Ah ouais, un truc comme ça. La grande époque où il y avait Greipel, Cavendish qui avait 20 victoires par an chacun là. Avec Personne en Bussanagen. face, quoi. Bussanagen Ils aussi. avaient tous les sprinters. Ouais, voilà. Rencho qui donnait Martin que des sur coups de les chronos. casque. Voilà. Boissonagen, Goss. Oh oui, Goss qui avait à l'époque qui avait encore des jambes. Eh oui. Ouais. Incroyable mais vrai. Et Kirchen qui tabassait tout le monde. C'était le seul mec de l'équipe. Il y avait Albacini. Putain, mais cette équipe de fou qu'il y avait quand même. Oh putain. Bref. Imaginez si c'est Van Mark qui gagne, quoi. L'anomalie. Pourquoi pas. J'espère qu'il va enfin réussir. Mais bon, il Si est sur fou. 3-4, à la sortie des secteurs pavés, qu'il faut une attaque dans Roubaix, on peut le faire. Ouais. 2016 En 2016, qu'il est. Ouais, il a failli en 2016 quand Eman gagne, et vraiment il prend quelques mètres d'avance. Ouais, c'est le plus fort sur les pavés, mais après, bon, bah. Ah bah bien souvent c'est ça, hein. C'est lui le plus fort sur les pavés, mais après derrière il a tellement pas de... Enfin il a une vitesse de pointe qui est pas ridicule, mais qui en comparaison aux autres Flandriens est beaucoup moins bonne. Et je vous rappelle que quand même il a gagné l'Eltesbad en battant, bon Fletcher, ok, mais en battant Boulen au sprint. Donc la pointe de vitesse est pas complètement ridicule, mais quand tu compares à Sagan, Van Avermaet et tout, effectivement tu te fais, à chaque fois il se fait bolosser, mais c'est normal quoi, dans les hiérarchies du sprint. Faut vraiment qu'il termine tout seul ou qu'il termine avec un autre, pur rouleur quoi, avec un Stannard ou avec je sais pas un mec qui sait pas bien sprinter, fait qu'il sprinte moyennement quoi, comme lui quoi. Juste le tour de table avec votre vainqueur, le pronostic du vainqueur. Allez Cyril, je te laisse commencer. Démarre. Ouh, donc Cyril qui mise. Alors attends, si tu me dis démarre, je veux que tu me dises démarre en réglant un petit groupe ou démarre tout seul. Démarre, on regarde un petit groupe. Ouais, Et merci. envahissement du carrefour de l'arbre par le groupe Eto ensuite. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, guettez. On m'a pas dit ça, mais guettez le carrefour de l'arbre. Il y a une pancarte et tout. Vous avez une... Une banderole, ils ont fait. Voilà, incroyable. Vous allez, le groupe Eto est présent sur la plus grosse course de la saison. Je sais pas à quel endroit du carrefour, je vais suivre les connaisseurs. Ce sera à la fin. À la D'accord, fin du secteur pavé. ok. Très bien. Lucas, ton pronostic? Moi, je vois Peter Sagan. Ok, pour le second monument, pas de souci. Awen, ton pronostic? Est-ce que comme d'habitude, comme tout à l'heure, tu vas maintenir Démarre? Stibar. Ah, Parce que le cyclocross, le mal aimé. c'est la meilleure préparation pour une carrière. Ah bon, bah, très bien, ok. Démarre, Stibar, ça tend des trucs. Bon, Sagan, là, j'avoue, Lucas, t'as quand même un petit peu dans la normalité. Ben moi, j'ai misé. C'est mieux que 6ème, hein, je crois, sur Paris-Roubaix. C'est pas faux, c'est pas faux. Et ben moi, je vais dire Adrien Petit. Non, Marcel Kittel. j'avoue. Est-ce qu'il Il dit y a Marc Solaire. Il y est pas Renaud ou pas? Wigan. Non. Ah oui, Marc Solaire est tout à fait présent sur Alors. cette course. Marc Solaire, putain, c'est vrai qu'il fait cette course. On l'a oublié. Groenewegen. Je sais pas. Ah, Groenewegen. Est-ce qu'il est là? Attends, je vérifie même Oui, si. Il est là, il est là. Ah putain, il est là. Mais il a pas de référence encore sur les. Putain, et c'est quand même la pauvreté. La Lotto La Jumbo ils ont- là. Mais Lars Boom est absent et il a été opéré du cœur au début d'année, je crois. Il y a personne chez la Lotto Jumbo parce que là je vois Janssen, Tanking, Lizer, Rosen. Ah, il y a Rosen. Rosen qui a fait un bon Tour des Flandres, 15ème je crois, un truc comme ça. Mais bon. C'est comme l'auto Soudal, c'est un peu. Ouais. Attention quand même à Taylor Finney. Il y en a encore qui. Qui profitait du marquage entre les favoris. C'est beau qu'il y en a encore qui croient. C'est spécial pour Liam. Hein, là. C'est pour Liam, mais il sera. Putain, si Finney gagne et que Liam est. Oh là là. Si, l'auto Soudal, il y a que Clear quand même. Que Clear qui a déjà fait des bons Paris-Roubaix. Mais bon, même si là, ça fait quand même une ou deux Il a saisons pas, qu'on le il a voit pas plus trop. il a pas l'air en forme comme de Busquereux, là. Ah oui, là, ça fait. Mais je crois qu'il a terminé dans le top 10 d'un Paris-Roubaix il y a 2 ans ou 3 ans. En 2016, je crois que c'était de mémoire. 8ème. Alors, 77ème en 2016, donc c'est pas ça. Mais l'an dernier alors. 2015. 83ème en 2017, donc je pense que c'est en 2015. Sixième en 2015. Voilà, 6ème en 2015. Voilà. Ça date un peu quand même, on va pas se mentir. Dit dans le premier groupe. Bon, du coup, moi, mon pronostic, parce que j'ai toujours pas dit, moi, c'est Stuyven. Moi, j'y crois, Stuyven. La régularité incarnée, ça va finir par payer, donc voilà. Très bien, bon, il est temps de se dire au revoir. Le mot de la fin, très rapidement, là, allez-y, faites-moi des trucs un peu moins mongols que d'habitude. Cyril? Et rendez-vous dimanche aux alentours de 16h15 au carrefour de l'arbre. Voilà, pour voir un groupe de 20 personnes éméchées sur le bord de la route. Super, hein, le bon rendez-vous. Awen, ton mot de la fin? Bah, rendez-vous dans mon canapé dimanche après-midi.
Ah, très bien. Bon, on sera deux. Hein. Bon, je serai pas dans le tien, mais je serai dans le mien aussi. À moins que tu me proposes un truc, hein. Moi je suis tout à fait ouvert, y a pas de souci. Lucas, le mot de la fin? Bah, moi, je serai avec Siro sur le carrefour de l'arbre, mais je dis quand même attention à Pierre-Luc Perrichon dans l'échappée. Je le sens bien. Voilà. Si Perrichon Faut- arrive en tête du carrefour de l'arbre, je pense qu'il faut faire un barrage pour empêcher les suivants de passer. Ah, mais oui. Essayez de... C'est qui vous avez failli faire tomber Toloek là? Non, c'était qui déjà? C'était Holbach qui avait failli faire tomber Toine Castelline. Ah ouais, Castellane, ça. Hop, vous plaquez les suivants là, y a pas de souci. Aller sur la victoire de Eman. Et du coup, moi, mon mot de la fin, ça va être très simple. On se donne rendez-vous. Alors, est-ce que j'annonce maintenant qu'on se donne rendez-vous après Paris-Roubaix pour faire un débriefing? Est-ce que ce serait pas un peu trop ballsy de dire on se donne rendez-vous dans une semaine? On n'a jamais fait des podcasts aussi rapprochés. On peut même dire dans une semaine, même jour, même heure. Oh là là, calmons-nous. C'est un podcast, donc n'importe que. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Eh oui, j'avoue, c'est quand on publie. Non, mais si jamais. La date de publication. Ouais. Non, mais ça veut dire que moi j'ai la pression pour quand je le publie. Hein. Si je le publie demain, on doit le taper avant mercredi prochain le truc. Hein. Donc on va dire rendez-vous pour post Paris-Roubaix pour un débriefing. Hein. Voilà. Ça, c'est déjà débriefing de Paris-Roubaix et petite preview pourquoi pas des Ardennaises avec le Tour du Pays Basque qui sera terminé. Donc voilà. On fait Ardennaise, les Valverdiennes, quoi. Ouais, on va le regarder. C'est ça. Une chute est si vite arrivée. Hein. Attention, un genou dans une barrière et bim, plus de Valverde. Hein. Allez. La bonne soirée à tout le monde, au revoir. Bonne soirée.